Et le principal objectif des Israéliens, peut-être aussi des Américains, et c'est d'ailleurs peut-être sur ce seul terrain que Washington pourrait rejoindre Israël, détruire l'arsenal nucléaire de Téhéran et notamment particulièrement le site de Fordo dans le nord du pays, considéré comme une forteresse de ce programme, là où le régime pourrait d'ailleurs construire ses bombes. Écoutez cette déclaration hier de Benjamin Netanyahou. Nous avons un double objectif, les missiles nucléaires et balistiques. Nous allons les éliminer. Nous sommes en train d'achever l'élimination de cette menace. Nous sommes déterminés à détruire la menace nucléaire, la menace d'un anéantissement nucléaire d'Israël. On retrouve Thomas Misraki, Thibaut Bruck, merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes à Tel Aviv. Thomas, est-ce que, las d'attendre, les Israéliens pourraient s'occuper de ce site notamment seuls ? Ce n'est pas impossible. Ce matin, dans la presse israélienne, eh bien, on évoque ce que penserait le Mossad. L'Iran serait en capacité de se doter d'une arme nucléaire dans les 15 prochains jours. Il y a donc urgence. La cible principale, vous l'avez dit, c'est le centre de Fordo parce qu'il regrouperait 3000 centrifugeuses, parce que l'uranium qui est en Russie le serait déjà à près de 84%, alors qu'il faut de l'uranium enrichi à 90% pour produire une arme atomique. Quelles sont les options? Il y en a trois. D'abord, l'aide des Américains avec cette fameuse bombe perforeuse, 13 tonnes pour son ogive. Elle est capable de s'enfoncer à 60 mètres dans le sol avant d'exploser. La deuxième option, ce serait une opération au sol israélienne exclusivement, c'est-à-dire qu'ils reproduiraient ce qu'ils ont fait les Israéliens au mois de septembre 2024 dans un site similaire en Syrie. Et la troisième option, ce serait une combinaison des deux. En tout cas, les Israéliens estiment qu'il y a urgence. Ils veulent aussi peut-être mettre la pression sur leur allié américain. Donald Trump a dit, lui, qu'il se prononcerait sur une éventuelle participation des États-Unis dans cette guerre d'ici 2 semaines. Merci beaucoup Thomas, merci à Thibaut Bruck qui vous accompagne. Anne-Sophie Seban, Israël peut jouer seul, c'est risqué. Est-ce qu'elle doit continuer de pousser les Américains à intervenir à ses côtés ? Depuis le début, moi j'entends les responsables israéliens, y compris ici en France, nous dire vraiment que cette guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre et pas simplement d'une opération, vraiment d'une guerre, mais qu'elle a été pensée depuis le départ et depuis en fait maintenant plus de 25 ans comme une guerre bleu-blanche, dans laquelle Israël aurait les moyens d'arriver à ses buts militaires fixés comme étant effectivement la destruction du programme nucléaire et balistique, et disant si les États-Unis veulent se joindre, ce sera leur décision, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est important de passer ce message-là. Évidemment que ça aiderait notamment dans cette opération vis-à-vis de Fordo, mais j'ai à chaque fois entendu les responsables israéliens, que ce soit militaires ou politiques, nous dire on ne connaît pas, même nous-mêmes, finalement, l'étendue du programme, des armes en possession d'Israël aujourd'hui et de ce dont on est capable. Et il serait bien présomptueux de penser ou d'affirmer qu'on aura absolument besoin de la participation des Américains, y compris pour Fordo. Évidemment que l'aide américaine sera la bienvenue, mais c'est pas une demande des Israéliens. Benjamin Netanyahou, on a besoin de toutes les aides possibles. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs hier sur les lieux de la frappe. Aurélien Duchesne, Fordo, c'est quoi? C'est devenu maintenant un symbole, en fait. Parce que les Iraniens, dans le même temps, affirment qu'ils ont à peu près tout déplacé depuis le début de cette offensive. On sait que c'est là. On sait que c'est là que la bombe, on en parlera de cette fameuse bombe ou de ces fameuses bombes. On sait que c'est là où tout est fabriqué, ou est-ce que ça pourrait être un leurre? Non, c'est pas un leurre. Alors avant, il y avait un autre centre névralgique du programme nucléaire, c'était la centrale de Natanz, qui avait concentré des efforts israéliens, y compris par d'autres moyens. Cyber, par exemple, avec l'opération Stuxnet. Maintenant, le centre névralgique devient Fordo aussi, parce que c'est vraiment le plus inexpugnable des centres nucléaires. Mais on peut donner quelques crédits tout de même à ce général iranien qui déclarait à la télévision d'État qu'ils auraient, alors il exagère évidemment, mais réussi à planquer tout ou partie de leur stock nucléaire et de leur savoir-faire. On parle, d'après le ministère des Affaires étrangères français, de 8400 kilos d'uranium enrichi, un peu plus de 8000 kilos au-dessus de ce qui était prévu par l'accord de Vienne. Donc
au fond, Fordo, c'est un symbole, mais surtout aussi un symbole, enfin, de ce que peuvent faire les Israéliens. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent réussir à aller pour décapiter ce programme? Mais si Fordo, il n'y a pas, c'est aussi un échec pour Israël, c'est un échec pour Netanyahou, il est obligé. C'est un échec pour Israël, c'est un échec pour Netanyahou et c'est un échec pour cette guerre en cours, parce qu'il n'y a pas que Fordo, il y a Bouchard, il y a Isfahan, il y a dans le nord, il y a dans le sud, est, ouest. On va attaquer Fordo, mais et après. Et un échec, oui, c'est vraiment, ça sera un grand cadeau qu'on offre aux Iraniens, notamment les gardiens de la révolution. On va écouter Raphaël Jérusalemi, qui est l'un des ex-responsables des services de renseignement israéliens, le Mossad. Vous allez voir et vous allez l'entendre, surtout que pour lui, tout est prêt du côté d'Israël. Il y a déjà du matériel, mais peut-être même des forces qui sont déjà présentes en Iran pour intervenir le cas échéant, et si on opte pour une intervention terrestre, car l'option aérienne demeure. Il y a d'autres manières d'attaquer ce site en dehors de la bombe extraordinaire des Américains, extrêmement puissante des Américains, dont on n'est d'ailleurs pas sûr qu'elle soit efficace à 100%. Il y a donc d'autres façons d'attaquer ce site, et ce site sera attaqué quoi qu'il en soit. Le parallèle est fait, et est-ce qu'il est indispensable pour Israël aujourd'hui entre nucléaire et régime iranien ? On a l'impression que le distinguo ne se fait plus. Alors ce matin, effectivement, il semblerait que les services de renseignement israéliens, le Mossad, ait réussi une opération, tuer un haut responsable du programme nucléaire, un drone, par la fenêtre. Ça prouve qu'il y a encore des hommes des renseignements israéliens qui se trouvent du côté de Téhéran. Mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir quelle est la véritable cible d'Israël. Alors, la première cible, de toute manière, elle a été rappelée par Benyamin Netanyahou hier quand il est allé sur les lieux de l'attaque sur l'hôpital. Le premier objectif, c'est le programme nucléaire avec, en effet, tous les sites nucléaires et puis les hommes, en effet, les scientifiques qui ont fait ce programme nucléaire. Et c'est vrai que l'opération de ce matin est tout à fait saisissante. On voit qu'ils ciblent, en fait, ils ont une liste des scientifiques iraniens et ils les ciblent les uns après les autres. Comme ils l'ont fait pour le Hamas, comme ils l'ont fait pour le Hezbollah également. Oui. On imagine la paranoïa qui doit être la paranoïa ambiante chez les scientifiques de ce programme qui voient quand même les frappes extrêmement précises. En effet, ce missile qui rentre vraiment dans l'appartement et qui va éliminer ce scientifique. Après, il est certain aussi, comme le disait Netanyahou, que le but, c'est de remodeler le Moyen-Orient. Ce sont les termes qu'il a employés hier, et c'était finalement la première fois qu'il le disait, peut-être depuis le début de ces frappes aussi clairement. Remodeler le Moyen-Orient, ça veut dire en effet faire tomber le régime, et c'est vrai que là, c'est un saut dans l'inconnu. Mais personne n'a réussi à faire tomber ce régime. Les Britanniques n'ont pas réussi à travers les âges à faire tomber l'Iran. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le nucléaire et le régime aujourd'hui au pouvoir de Mollah ? Benyamin Netanyahou s'est donné 3 objectifs. Le premier, détruire l'arsenal balistique. Pour le moment, c'est pas encore fait parce que l'Iran envoie encore aujourd'hui des missiles vers Israël, n'est-ce pas ? Le deuxième objectif de Benyamin Netanyahou, c'est détruire le programme nucléaire. Le programme nucléaire encore là. Et le troisième objectif suprême, c'est le changement, régime change. Pour ces 3 objectifs, Israël n'a pas les moyens. Israël ne dispose pas des mécanismes nécessaires. Israël, sans les États-Unis d'Amérique, restera n'atteindra pas ses objectifs. On va partir aux États-Unis, si vous êtes d'accord. 15 jours, retenez bien ce chiffre, 15. Voilà le temps que se donne Donald Trump pour dire si oui ou non il rentrera en guerre face à l'Iran aux côtés des Israéliens. La porte-parole de la Maison-Blanche s'est exprimée hier sur le sujet, on l'écoute. J'ai reçu un message directement du président, et le voici. Considérant qu'il y a une possibilité de négociations substantielles qui peuvent ou non avoir lieu avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision de m'engager ou non dans les 2 semaines à venir. Et restez bien avec nous, parce que grâce à Magali Barthès, on vous parlera d'un jour, c'est-à-dire cette nuit. Pour cette intervention américaine, il y a une source qui le dit, et on vous raconte tout. D'abord les 15 jours. Pourquoi 15 jours ? Alors, Donald Trump nous a fait le même coup avec Poutine sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a avec 15 jours ? Ça représente quoi 15 jours ? Déjà, 15 jours, il faudrait qu'ils soient d'accord avec eux-mêmes, parce qu'ils disent d'un côté que dans 15 jours, l'Iran pourra avoir la bombe, de l'autre côté, on se laisse 15 jours pour décider. Donc en France, c'est le en même temps, là c'est plutôt le... il y a une certaine incohérence. La deuxième chose, enfin,
c'est que, comme vous l'avez dit, alors Trump nous fait le coup avec Poutine. Ça fait depuis avril que dans 15 jours, il mettra des sanctions massives contre Vladimir Poutine et qu'il ne le fait pas. Mais au fond, je pense que Trump a peut-être en tête quelque chose. On parle beaucoup, à raison, du fait qu'il a peur de perdre sa base électorale qui ne voulait plus d'opérations à l'étranger. Mais peut-être que Trump ne veut pas être mis dans la même catégorie que Joe Biden et Barack Obama. Obama qui n'a pas voulu frapper le programme chimique syrien en 2013 et Joe Biden qui, lui, s'était refusé à décapiter le régime iranien. Oui, mais en même temps, Donald Trump, il faut comprendre son contexte, il est sous pression. Il est à la fois sous pression des deux côtés. De côté, non pour l'intervention, c'est-à-dire à la fois les Américains, mais l'Arabie Saoudite, mais le Qatar, mais les Émirats, c'est-à-dire un ensemble des acteurs très importants. Mais en même temps, il est sous pression de la part des acteurs à la fois républicains et israéliens qui veulent ici et maintenant que les Américains. Lui, il prend son temps, 2 semaines, je pense que les 2 semaines, c'est tout à fait raisonnable pour réfléchir et prendre la bonne décision. Et sous pression des Européens aussi, qui veulent retourner à la table de négociation et qui appellent à une désescalade, à redonner une dernière chance. Une autre il y a chance Genève aujourd'hui. Vous aviez une information d'ailleurs sur Genève 12 informations. Abbas Araghchi, là, il vient de là, il y a tout de suite, là, il a dit qu'il ne négocie pas de toute façon avec les Américains. Ils n'ont pas de confiance parce que les Américains sont partie prenante de ce qui se passe actuellement. Et il y a le Conseil national de la sécurité iranienne qui disent nous attendons rien par rapport à ce qui se passe à Genève. Ah, rien. Dans cette discussion sur les 15 jours de Donald Trump, j'ai une affiche démocrate à vous présenter. On va la regarder. C'est le nouveau surnom de Donald Trump à Wall Street, Taco. Pour Trump, always chicken. Trump se dégonfle toujours. Voilà la traduction. Les 15 jours, c'est pas une façon de se dégonfler pour le président américain ? Non, je ne crois pas que ce soit une façon de se dégonfler. Après, c'est difficile de lire ces déclarations. On peut lire ces déclarations de manière totalement opposée. Quand je repense à sa déclaration la veille de l'attaque des Israéliens, où il dit qu'il demande aux Israéliens de ne pas attaquer, on peut voir cette déclaration de 2 manières. Est-ce que c'était un moyen de faire diversion et il était déjà au courant qu'Israël allait attaquer dans la nuit ? A priori, il était au courant. Hein. Voilà. Donc, on peut se demander, surtout en temps de guerre, chaque déclaration publique fait aussi partie de la communication de guerre, d'une tactique de dissuasion ou voilà, de l'effet de surprise qui pourrait arriver aussi. À prendre avec des pincettes. Je me mets à la place des Israéliens. Quand vous êtes sous perfusion de l'allié américain, quand vous voyez en général comment Trump traite ses alliés, et que ce même président vous dit hier, alors que vous avez besoin de lui, 15 jours. Non mais c'est évidemment très déstabilisant. Mais en fait, on a un Donald Trump qui manifestement hésite. Et en plus, il le dit ouvertement. C'est ça qui est assez stupéfiant. J'ai pris ma décision, je ne l'ai pas prise, voilà. Je le prendrai. Ce surnom de taco, de poule mouillée en fait, qu'on lui donne, mais c'est le cauchemar de Donald Trump parce qu'il n'a cessé de traiter Biden justement de poule mouillée, d'homme qui n'ose pas faire les choses. Le slogan de Trump, c'est quand même la paix par la force. Cette idée de force, elle est omniprésente dans le discours de Donald Trump. L'idée de se faire respecter, c'est vraiment ce que demandaient les électeurs de Trump, d'avoir une Amérique qui se fait écouter, qui est redoutée, qui est crainte. Et c'est vrai que là, ce mouvement de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il est assez déstabilisant pour Israël, mais il est assez déstabilisant aussi pour les Américains. Alors Mag, je vous laisse la parole parce que peut-être bien que ce soir, en fait, pour cette intervention américaine, ça peut surprendre et l'explication pourrait être, ça va vous surprendre, les marchés financiers, le poids des marchés sur l'Amérique. Seymour H. Alors, c'est un journaliste, il est connu, prix Pulitzer. Voilà, il a dit que les Américains, il a écrit même que les Américains pourraient frapper cette nuit. Oui. Alors c'est vrai que c'est une grande figure du journalisme et qui est très contestée ces 10 dernières années. Mais on va quand même regarder ce qu'il écrit parce qu'il a certaines entrées évidemment dans le monde politique américain. D'après lui, la décision de Trump, elle a été prise d'envoyer ces bombes anti-bunker sur le site de Fordo, pas avant ce week-end. Et pourquoi, en effet, pas avant le week-end, donc ça veut dire aujourd'hui, parce que ce report est dû à l'insistance de Donald Trump, qui souhaite que le choc du bombardement soit atténué au maximum d'ici l'ouverture des marchés boursiers lundi. Évidemment que Donald Trump doit regarder ça avec beaucoup d'intérêt. On sait à quel point il craint une déstabilisation des marchés financiers, un renchérissement du cours du pétrole. Alors, la décision, à croire Hertz, elle a été prise par les Américains mercredi dernier.
mercredi, donc il y a 2 jours. Et cette volonté d'attendre le week-end s'explique aussi parce que les forces américaines sur place dans le Golfe voulaient se préparer à d'éventuelles représailles iraniennes. Mais d'après Hersh, ce qu'on lui dit, que c'est l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec le régime. Il faut aller à fond. Voilà ce que diraient certaines personnes dans l'entourage du président américain. Le pari, c'est ensuite clairement la chute du régime, comme on le disait tout à l'heure. Alors, tout se prépare, écrit Hersh, pour pousser les Iraniens à se soulever avec des frappes sur les postes de commandement de police, notamment. Et Hersh dit, les Israéliens espèrent apparemment que Khamenei quittera le pays et ne résistera pas jusqu'au bout. On m'a dit que son avion personnel avait quitté l'aéroport de Téhéran à destination d'Oman tôt mercredi matin, accompagné de 2 avions de chasse, mais on ignore s'il était à bord. Quelques autres affirmations sur la suite. Il dit que le retour du fils du Shah, Reza Pahlavi, n'a jamais été une option pour les Américains. Que les Américains, tout le monde est Américains, d'accord, je crois, avec lui. Pour le les coup. Américains, Même les Américains voudraient mettre en place, d'après lui, un religieux modéré à la tête du pays, ce dont ne veulent pas les Israéliens. Le modèle, finalement, c'est la chute de Bachar al-Assad, le modèle espéré par les Israéliens et les Américains. Le cauchemar, c'est la Libye de Muammar Kadhafi, version 2011. Et si vous me permettez, je mettrais en grande interrogation vraiment ces informations de ce journaliste-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque vous analysez d'une manière factuelle, objective, la réalité iranienne, cela ne correspond absolument à rien. Frapper cette nuit à rien. On va détruire avec des frappes, on va détruire le programme nucléaire. En quoi la destruction du programme nucléaire amènera à la chute du régime ? Ce sont 2 choses complètement différentes. On a détruit, moi je suis d'origine irakienne, j'ai vécu 91, 90, 91, j'étais en Irak. On a détruit la totalité des infrastructures militaires de Saddam Hussein, mais Saddam Hussein est resté jusqu'à 2003. Pourquoi jusqu'à 2003 ? Parce que George Bush père a interdit d'aller jusqu'à Bagdad, à envoyer ses troupes. Alors aujourd'hui, d'accord, on va détruire la totalité, pas 80%, pas 99%, 100% les infrastructures militaires iraniennes. Mais si on n'envoie pas les troupes au sol, le régime restera jusqu'à encore un autre 2003. Alors est-ce que les États-Unis... D'autant qu'une partie du régime possède pratiquement la totalité des richesses de ce pays. Exactement. Est-ce que les Américains sont prêts pour envoyer les troupes au sol ? Personnellement, je crois absolument pas. Je n'y crois pas. Alors ça, c'est un engagement de campagne de Donald Trump sous votre contrôle. Voilà. C'est non pas de boy. Vous n'envoyez pas les troupes au sol, le régime restera là. Admettons, Aurélien Duchesne, que notre prix Pulitzer ait raison. Est-ce que les Américains frapperaient cette nuit ou pendant le week-end pour ménager les marchés financiers ? Est-ce que c'est dans le spectre d'un Donald Trump ? Un Donald Trump qui, par exemple, n'a pas hésité à torpiller des entreprises américaines, ne serait-ce que par des tweets qui provoquaient l'effondrement de certaines cotations en bourse. Je passe sur le drama personnel avec Elon Musk. Non, je ne pense pas que Donald Trump se conditionne à ça, parce que dans tous les cas, si, par exemple, la situation devait escalader, que les Iraniens en viennent par exemple à frapper des installations pétrolières ou à bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui risque d'arriver, là ce sont toutes les bourses qui pètent pour une semaine et pas que aux États-Unis. Donc je ne pense pas que ça joue vraiment dans les décisions américaines.